Diane Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice CRM d'Accor. Tout à fait. Accor, beaucoup de gens savent ce que c'est qu'Accor, du moins croient savoir ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que pour vous Accor, en taille, en implantation, en métier peut-être, des choses qu'on ignore? Eh bien, Accor, c'est un groupe mondial dans l'hôtellerie, c'est un groupe français qui C'est toujours français. Qui est toujours français, qui a la particularité de rassembler des marques qui couvrent la totalité de l'offre pour le client, donc ce qui vont de l'économique, avec la famille Ibis, jusqu'au luxe avec Sofitel. C'est un groupe qui est présent dans 90 pays et qui compte 500 000 chambres. Voilà, donc c'est un grand groupe multimarque, dont la notoriété toutefois n'existe pas souvent en tant que groupe d'hôtels, ou groupe de chaînes hôtelières, et les enjeux ne sont pas toujours les mêmes en fonction des pays. Les marques sont plus ou moins connues en fonction des différents marchés. Et ça tient à l'histoire. C'est une entreprise qui a été créée en quelle année? Le Novotel a été créé il y a une cinquantaine d'années. Et donc... Est-ce que c'est une marque centenaire, par exemple? Ah non. Non, c'est moins que centenaire. Ah non, oui. Non, c'est une marque française de l'après-guerre, quoi, en fait. D'après-guerre, que les fondateurs du Brûlé Pélisson ont créé en s'inspirant du modèle américain pour offrir une chambre d'hôtel standard, propre, etc., à moins de 100 francs à l'époque. Ah oui. Voilà. Donc c'est Accor qui a introduit en France puis en Europe la notion d'hôtel de standard, si vous voulez, en termes d'offres hôtelières. Et c'est un des grands groupes mondiaux? Oui. Est-ce que c'est le premier? Ça dépend si on compte en nombre de chambres ou d'implantations. Ou en chiffre d'affaires. Oui. Donc c'est dans le top 3. D'accord. Et l'ambition, c'est évidemment d'être le leader en Europe et d'avoir un très fort développement, notamment en Asie-Pacifique. D'accord. Et donc, on va parler de ce que c'est que la relation client dans un groupe de cette taille. C'est assez curieux d'ailleurs, vous parlez en nombre de chambres et pas en nombre de personnes. C'est parce que c'est plus fondamental le nombre de chambres pour définir un métier de l'hôtellerie, ou est-ce que... Traditionnellement, je dirais, les ratios utilisés par les hôteliers pour se définir et se présenter dans leur dimension. Bien entendu, moi ce qui m'intéresse avant tout, c'est le client et donc le nombre de clients que nous sommes à même d'accueillir dans notre réseau. D'accord. Voilà. Et donc j'ai apporté avec cette nouvelle approche CRM, donc autrement dit cette approche client, l'importance d'identifier nos clients, de les dénombrer, bien sûr, de les connaître et donc pour mieux les fidéliser. Alors voilà la transition. Vous avez apporté, c'est-à-dire que vous êtes chez Accor depuis quand et d'où est-ce que vous venez? Quel est votre parcours? Alors je suis chez Accor depuis un peu moins de 4 ans. J'ai créé le département CRM qui n'existait pas auparavant. D'accord. Mon parcours précédent en fait est assez varié puisque je suis passée d'un groupe français de presse qui est bien connu, qui s'appelle Les Échos, puis ensuite par Disneyland Paris, où j'ai occupé successivement en fait des responsabilités autour des bases de données B2B, B2C, d'abonnement, et ensuite j'ai pris des responsabilités en marketing direct, notamment à Disneyland Paris, où j'ai mis en place un marketing direct centralisé pour toute l'Europe. Et donc on est passé, si vous voulez, de la gestion de la donnée, en termes de création de base, d'entretien, d'enrichissement de la donnée, à l'exploitation marketing de cette donnée pour créer une vraie relation avec les clients et générer de la revisite. D'accord. Donc, si vous deviez définir ce qu'est une bonne relation client pour Accor, si c'est votre cible, ou si c'est déjà le cas, ou si c'est ce à quoi vous tendez. La bonne relation client pour Accor, c'est vraiment de considérer le client dans la totalité de ses besoins, de ses attentes, qui ne sont pas les mêmes selon qu'il voyage pour des motifs personnels ou professionnels, selon qu'il démarre dans sa vie active ou qu'il est un petit peu plus aisé en cours de carrière, selon qu'il travaille ou qu'il ne travaille plus, qu'il part seul ou avec sa famille. Et donc ce qui nous intéresse dans la préhension de ce client,
c'est bien de lui présenter la totalité de l'offre des marques qui constituent le groupe Accor, donc aussi bien des offres économiques chez Ibis que des offres traditionnelles et moyenne gamme chez Novotel ou Mercure, ou encore des offres de séjours exceptionnels chez M Gallery ou chez Sofitel. Donc ce qui m'importe à moi, c'est de faire comprendre à nos marques que le client ne leur appartient pas, que ce client est rarement monomarque, et qui, quand il est multimarque, il est préférable qu'il soit multimarque au sein de l'offre Accor qu'avec nos concurrents. D'accord. Donc c'est une vision de groupe, oui, de marque chapeau, pour des gens qui, eux, ont plutôt une vision marque d'hôtel. Donc, exactement. Cette vision Accor par rapport aux marques Novotel, etc. Et comment est-ce qu'ils peuvent appréhender ça? Les clients? Non, vos directeurs d'hôtel ou les responsables de vos équipes dans les différentes marques, comment peuvent-ils agir groupe quand ils sont dans une marque? Alors vous avez raison, nous avons deux enjeux majeurs dans le projet ou la démarche CRM que mène le groupe Accor. Il y a d'un côté l'enjeu qui concerne les clients, et de l'autre, nous avons une autre catégorie de clients qui sont nos hôteliers, qui effectivement portent des enseignes de marque, et nous devons leur faire comprendre que mieux connaître le client d'une façon globale va être également profitable pour eux et permettre de faire revenir le client soit dans leur hôtel, soit dans la marque, et de toute façon dans le groupe. Alors comment est-ce qu'on fait pour connaître un client quand on est hôtelier? Parce que c'est en fait votre interface, c'est quoi? C'est le centre d'appel, le site internet et l'hôtel lui-même? Oui, plus les informations qui touchent au programme de fidélité. D'accord. Plus demain tout ce qui viendra du customer care, puisque un client est en contact avec nous avant, pendant et parfois après son séjour, et donc il est important de comprendre et de suivre la totalité de son expérience, qui commence dès la recherche d'une information sur une destination ou un prix, jusqu'à le sentiment de l'expérience réussie ou parfois moins réussie. Et donc pour nous, le premier travail, c'est de nous assurer qu'à tous les points de contact de la relation avec nos clients, nous sommes bien en mesure de collecter les informations, de les rassembler, de les organiser dans une base de connaissances clients, et ensuite que nous sommes capables de partager cette connaissance client avec les hôteliers. De la partager et de la comprendre. Absolument. Parce que stocker des données, il y a plein de gens qui savent stocker des données, leur donner du sens, les mettre en perspective et en faire une stratégie anticipatrice, c'est encore un autre enjeu. Nous traitons bien entendu ces données, que nous transformons. Un exemple très classique, c'est que nous avons mis en place une segmentation comportementale pour l'instant de nos clients, et que nous sommes donc capables de classer entre des first-timers, des clients occasionnels, des clients fréquents, et ensuite nous allons distinguer s'ils sont plutôt domestiques ou internationaux, etc. Et ce type d'information, nous le mettons à la disposition de nos hôteliers, puisque nous traduisons pour le service de nos hôteliers notre connaissance client dans une fiche client, donc dans un portrait du client que l'hôtelier va pouvoir consulter quand il fait le check-in du client qui rentre dans son hôtel. Et ça veut dire que, d'abord, la CNIL doit s'intéresser à ce que vous stockez comme données, j'imagine, mais quelles données vous permettent de comprendre les attentes du client? Parce qu'en fait, je peux être un client occasionnel ou fréquent de la marque ou de pas la marque, etc. Donc la fréquence, ça fait référence un peu au classique RFM, récence, fréquence, montant. Ça, c'est une valeur qui explique pas forcément tout. Comment est-ce que vous allez jusqu'à anticiper les évolutions dans les attentes de votre clientèle, des différents segments de clientèle par exemple? Qu'est-ce qui a changé dans les attentes des clients d'une gamme Novotel par exemple sur les 10 dernières années? Est-ce qu'on va toujours à l'hôtel pour les mêmes raisons, avec les mêmes attentes, ou est-ce que le standard s'est élevé, s'est modifié? On a vu qu'il y a des nouvelles normes. En fait, ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que les clients ont des attentes qui se sont multipliées. Donc déjà, le niveau de ce qui est considéré comme standard dans l'hôtellerie a énormément monté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de rapport qualité-prix,
Vous attendez évidemment une chambre d'une certaine taille, propre, ça va de soi, un accueil, etc. Ensuite, nos clients se sont habitués à différents types d'expériences. Et donc, ils ne vont pas seulement attendre du fonctionnel dans leur hôtel, mais ils vont aussi attendre quelque chose qui est lié à l'émotion, à l'expérience, qui fait que quand on va dormir dans un hôtel, on est quand même dans une part d'intimité, parce que c'est un transfert, hein, on passe de chez soi à un hôtel. Prolongement de son et donc, chez soi. on ne peut pas réduire une expérience hôtelière à un strict service fonctionnel. Et donc, vont se poser tout un tas de questions sur quelle est la nature de l'accueil, comment revisiter l'accueil au moment du check-in à l'hôtel, comment porter des messages sur ce qui se passe dans l'hôtel ou autour de l'hôtel pour proposer du food and beverage, des services additionnels, une navette pour chercher le client à l'aéroport, la résolution immédiate d'un problème qui se produit sur site, et ensuite donc se dire quel est le bon niveau d'intervention, pas trop intrusif, mais efficace, pour amener immédiatement la réponse à la question qui a été posée parfois, et parfois pas réellement formulée par le client. Donc l'attente des clients, c'est en 4 valeurs, si vous voulez, que nous avons identifiées dans notre travail sur la vision de qu'est-ce que c'est qu'une relation client durable. C'est 2 valeurs qui sont universelles, que vous soyez chinois, allemand, nouveau client, très fidèle, etc. Il faut que ce soit simple et il faut que ce soit pertinent. Et ça, vous le devez. Si vous ne le livrez pas, eh bien, vous détruisez de la valeur client, parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec l'accélération de l'information, et les choix qui s'offrent au client, qui peut comparer, et il le fait, on le sait, des dizaines parfois de propositions avant de prendre une décision, il faut être simple et pertinent pour convaincre et juste obtenir l'achat. Ensuite, les 2 autres valeurs qui sont extrêmement importantes, c'est la personnalisation. Comment faire, et c'est le rôle du programme de fidélité, pour rentrer dans une relation. Et c'est un petit peu plus que le simple gagnant-gagnant. C'est une relation forte où il y a quand même un attachement et un petit peu pas d'émotion, mais le sentiment qu'on a eu raison et qu'on a fait le bon choix et qu'on a le bon partenaire pour organiser ces déplacements. Et la personnalisation, c'est je vous ai communiqué des informations personnelles, je vous fais confiance pour en faire bon usage et j'attends des propositions personnalisées et pour lesquelles je vais sentir que je suis traitée d'une manière particulière et pas comme n'importe qui. Et la dernière valeur, qui est très importante aussi, elle appartient davantage aux marques qui vont s'exprimer ici en disant c'est quoi la cerise sur le gâteau, c'est quoi l'expérience que je vais offrir à mon client. Car évidemment, si je passe un séjour chez Pullman ou chez M-Gallery, je n'ai pas acheté la même expérience et je n'attends pas la même expérience que si je passe une nuit chez Ibis. Donc vous typez plus que par niveau, vous typez par les marques d'hôtel par type d'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr c'est dépendant du prix, oui. Mais le prix est une composante et que vous multipliez, enfin que vous démultipliez sur plusieurs critères en fait. Le prix est une composante. Aujourd'hui, c'est une composante importante, bien entendu, mais ça n'est pas la seule, oui. Pour départager, comme vous le mentionnez, des marques qui sont parfois très standards dans leurs propositions, dans leur décorum, comme Novotel, et d'autres qui sont un peu plus personnalisées. Alors dans le même niveau de gamme que Novotel, vous allez trouver Mercure, mais on pourrait faire le même parallèle entre un Sofitel et un M-Gallery, par exemple, où chez M-Gallery, le client va réellement se trouver dans un lieu qui a une histoire, qui a une personnalité, dans lequel il s'est peut-être passé des événements exceptionnels, et qui font donc appel aussi à son imaginaire, et c'est pourquoi on a donné le titre de collection d'hôtels à cette marque. Alors, bien sûr, tout ça, le comportement, les attentes des gens ont changé. Oui. D'abord parce que leur degré de mobilité
s'est accru, probablement aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le recours à un hôtel est probablement plus fréquent, plus démocratisé qu'il y a une cinquantaine d'années, j'imagine. Mais il y a une chose qui a changé aussi, c'est Internet, avec ces comparateurs, ces intermédiaires qui sont des gens qui vous aident à sélectionner votre hôtel en fonction de prix, de la localisation, etc. etc. Est-ce que ça ne conduit pas à rendre plus difficile votre politique de différenciation, dans la mesure où souvent ces comparateurs, pour pouvoir comparer, justement, ont stéréotypé et standardisé un peu l'offre? C'est vrai que c'est tous ces intermédiaires qui se mettent entre le client final et Accor, Oui. comme tout autre Oui. annonceur, finalement ont pour conséquence d'aplatir un peu l'offre, de la banaliser. Oui. Et c'est vrai qu'il est alors très important d'avoir une vraie stratégie de marque pour montrer le territoire d'expression, la promesse relationnelle des marques vis-à-vis des clients. Et il est également très important de s'attacher à bien comprendre qui sont nos clients pour leur parler de ce qui les intéresse, de ce qui peut les surprendre, les amener à nous rendre visite à nouveau, créer du désir, par exemple, pour aller vers des destinations ou dans des hôtels plus haut de gamme, puisque nous pouvons jouer sur toute la gamme de l'offre hôtelière. Et donc c'est vraiment l'articulation de ces deux axes stratégiques entre un axe marque et un axe client qui peut nous permettre de gagner finalement cette bataille de la relation avec le client. Enfin, j'ai bien autre question. J'en ai une très simple que je vais évacuer tout de suite. Dans les critères de confort, on voit souvent apparaître, c'est devenu très banal, la climatisation. Or, en tant qu'usager, la climatisation, c'est parfois le pire ennemi de l'usager d'une chambre d'hôtel, c'est que c'est ça qui vous empêche de dormir. Oui. Et on a l'impression que c'est un vrai sujet pour les hôtels, d'arriver à trouver quelque chose qui climatise sans empêcher les gens de dormir. Alors écoutez, je n'ai pas de compétences particulières sur le réglage de la climatisation. C'est vrai que la climatisation, souvent ça fait du bruit. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un item pour nous qui est important puisqu'il a été retenu comme une préférence en fait en termes de besoins du client, qui peut nous indiquer dorénavant s'il souhaite ou non avoir la climatisation voilà, dans sa chambre. Je pense qu'en fait les gens souhaitent avoir la climatisation, mais ils voudraient qu'elle ne fasse pas de bruit. Oui, alors ça c'est un domaine encore une fois qui n'est pas dans mon périmètre d'action. Mais à mon avis, j'ai l'impression que c'est un vrai sujet. C'est que personne n'a envie de se payer une chambre très chère et qui soit trop chaude en plein été, mais en même temps, on achète cher une chambre pour bien dormir. Donc, et souvent, c'est antinomique. Et c'est vrai que cette histoire de climatisation, 1, on ne sait pas trop s'en servir. 2, quand ça fait du bruit, on ne sait pas la régler. 3, quand quelqu'un vient intervenir, il intervient, il n'y change pas grand-chose. Et donc, on a l'impression que c'est au niveau de la conception des hôtels, très souvent, que la climatisation a été... ou qu'elle a vieilli, c'est un élément qui vieillit pas bien, mais on a vraiment l'impression que ça c'est un des irritants dans la relation, c'est le fait d'avoir payé et mal dormi, c'est quelque chose qui ruine tout le reste des efforts. C'est problématique, effectivement. Oui. Mais... Et pourtant, on a l'impression que beaucoup de chaînes d'hôtels, y compris dans les hôtels haut de gamme, ont du mal à régler ce problème. Et donc c'est un sujet, moi, voilà, je ne vais pas faire l'entretien dessus. Je vais focaliser sur le chaud et le froid. Mais sur le bruit surtout. Pour nous, ce qui est important, et c'est quelque chose que nous venons de mettre en place pour l'hôtellerie haut de gamme, donc nos marques Sofitel, Pullman et M-Galerie, nous collectons, depuis un mois, nous commençons à collecter les préférences de nos clients. Et donc nous demandons à nos clients, lorsqu'ils se créent un profil sur les sites web, que ce soit le site Accor Hotel ou un site de marque, d'enrichir leur profil de quelques préférences qui sont donc relatives à est-ce qu'ils aiment avoir la climatisation avec du bruit ou sans bruit. Alors, voilà, avec du bruit ou sans bruit dans leur chambre. Est-ce qu'ils souhaitent une chambre fumeur, non fumeur, quel type de presse ils ont plaisir à lire, de sorte qu'on puisse donner des billes aux hôteliers pour mieux préparer l'accueil des clients et mieux les traiter une fois qu'ils sont là.
Alors, comme vous disiez, ça aplatit la courbe, ces comparateurs. On a l'impression qu'effectivement, c'est pas si simple de surprendre le client, parce que beaucoup de choses ont déjà été faites, parce que c'est assez sous contrainte, parce que le prix est indéterminant à cause de tous ces comparateurs, et que du coup, on s'attend, on n'est pas surpris de voir un sèche-cheveux, on n'est pas surpris d'avoir le petit chocolat qui est à côté de l'oreiller, etc., dans certains hôtels, etc. Et donc, du coup, sortir des sentiers battus, c'est pas si simple, et en même temps, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui crée une contrainte dans l'administration du service. Donc il faut aussi arbitrer pour que ça soit simple pour l'hôtelier de rendre ce service et de ne pas faire des choses élaborées mais qu'on a du mal à produire 365 jours par an. C'est un défi important quand vous essayez en effet de définir une promesse relationnelle, de voir quels sont les éléments de cette promesse relationnelle qui peuvent être transverses à toutes les marques et qui seraient donc constitutifs d'un socle accord d'une certaine mesure. Et ensuite, quels sont les éléments de la même promesse relationnelle qui eux, appartiennent à chaque marque. Et bien entendu, il y a des discussions importantes entre la marque et ses opérationnels pour s'assurer que la promesse va être tenue sur le terrain. Et parfois, donc, pour des éléments extrêmement simples, comme savoir est-ce que je peux m'engager sur le fait d'enregistrer une préférence pour une chambre fumeur-non-fumeur, ou proche de l'ascenseur, ou plutôt éloignée de l'ascenseur, et bien derrière, ce sont des choses, bien entendu, dont il faut s'assurer que la plupart du temps, elles vont pouvoir être tenues. Parce que sinon, vous faites un discours à votre client qui ne repose sur rien, et qui va donc créer de la frustration, qui va agacer les opérationnels, parce qu'ils pensent que vous n'apportez pas de valeur et que vous leur créez des difficultés opérationnelles supplémentaires, et puis qui va créer de la frustration du côté des clients. Alors, il y a un autre sujet qui est, vous avez fait allusion tout à l'heure à la politique de fidélisation, les programmes de fidélité. Ces programmes de fidélité, on a vu Accor dans une approche multimarque. Oui. On a vu Accor sortir, je crois, cette approche multimarque. Vous êtes aujourd'hui dans des programmes de fidélisation qui sont strictement Accor. Oui, vous pensez multimarque avec d'autres enseignes? Oui, d'autres enseignes. Non hôtelières, oui. Non hôtelières, oui. Aujourd'hui, nous nous recentrons sur votre univers à vous, qui est visiblement une tendance assez forte récemment. Dans la fidélisation, il y a un autre sujet dans le domaine hôtelier, c'est la durée. Oui. Quelqu'un qui a une espèce de progression des récompenses, on est le client standard, moins standard, plus standard du tout, très VIP, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe en cas de marche arrière? Parce qu'en fait, ces récompenses sont proportionnelles au degré d'usage. Est-ce que c'est une bonne logique quand il doit y avoir tout d'un coup une décrue et que les gens rétrogradent dans la gamme des récompenses? On est dégradé quand on passe de gold à silver, pour faire schématique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas à repenser peut-être? Alors, il y a beaucoup de travail autour de ce programme de fidélité qui, encore une fois, n'a que 4 ans d'existence. Donc c'est un programme qui est jeune et qui a eu le mérite de fédérer presque les marques du groupe Accor dans une période où Accor disposait de plusieurs types de cartes et plusieurs programmes. Donc disons que on a accompli la première étape qui consistait à unifier la proposition de programme de fidélité à nos clients. Aujourd'hui, nous sommes en train de revisiter les niveaux de générosité, l'accès au premier niveau de générosité, parce qu'on sait que, et nous l'avons mesuré, nous disposons de quelques mois pour faire la preuve de ce qu'apporte le programme au client à partir du moment où il a été encarté. D'accord, oui. Et donc ça, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Je respecte. Mais il y a effectivement dans la preuve que nous devons à nos clients et à nos hôteliers une lisibilité dans le programme qui était là, mais une générosité qui doit être montrée tant en termes de fluidité que de capacité, par exemple, à brûler ses points en ligne. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de mettre en place des mécaniques de burn online
pour rendre tangible la traduction des points en supplément d'expérience, finalement. Parce qu'un programme de fidélité doit bien s'inscrire dans de la relation, et la relation avec un client ne peut pas se résumer à une affaire de points. Oui. Et alors, ma question, c'était de dire, si je suis devenu client Gold, oui, mettons que ça s'appelle comme ça, et que tout d'un coup j'utilise moins les services, est-ce que je redeviens Silver, ou est-ce qu'une fois que j'ai été Gold, je reste Gold? Alors, il y a des processus de rétrogradation. Oui. Je ne souhaite pas rentrer dans tous ces détails, parce que je ne suis pas en charge du programme de fidélité, qui a des gros travaux en cours, oui, et je ne pourrais donc pas délivrer des messages qui ne vont peut-être pas être pérennes. Oui. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un des sujets, c'est vrai que la fidélisation dans ce domaine, c'est un point important. L'autre point, c'est la multicanalité. Oui. Puisque vous avez affaire à des gens qui voyagent, donc qui sont, à mon avis, probablement très dépendants de leur smartphone, le fait qu'ils fonctionnent, qu'ils ne fonctionnent pas, qu'ils accèdent, que ça leur coûte cher ou pas cher, qu'ils accèdent à des Wi-Fi, etc. Mais aussi, ce sont des gens qui communiquent par différents canaux de communication, et donc qui vont accéder à vos hôteliers avec leur smartphone, par Internet, par SMS, etc., etc. Le fait d'accéder à une communication unifiée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en place, qui est en réflexion, à ce à quoi vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est important ou que c'est pas très grave? Quand vous dites unifié, vous pensez un même message, quel que soit le canal? C'est qu'on soit capable de dire à peu près la même chose, pas forcément de la même manière, mais au moins de délivrer le même contenu et le même type de réponse, et d'avoir une continuité dans la relation d'un canal à l'autre. C'est bien ce à quoi nous travaillons avec notre plateforme CRM, qui permet de distribuer le portrait du client, donc, avec les éléments clés, oui, sur qui est ce client, comment il se comporte, sa valeur pour nous, auprès des différents acteurs de la relation. Donc les agents du call center vont avoir accès à cette information, les hôteliers, etc. Et donc... et les réseaux sociaux aussi, peut-être? Alors, les réseaux sociaux, c'est un très très vaste sujet qui, oui, aujourd'hui... nécessite encore de bien distinguer ce qui doit être traité en push ou en pull, c'est-à-dire, est-ce que j'utilise le réseau social d'abord comme un élément d'information sur le client, pour prendre la température, savoir ce qu'ils disent de ma marque, évidemment modérer le propos, etc., mais entendre les éléments d'insatisfaction, comprendre des modes de viralité, ou bien est-ce que je veux me servir de mon réseau social uniquement pour faire de la réservation comme un canal supplémentaire de réservation. Aujourd'hui, nous sommes en réflexion sur ces sujets qui ne sont pas chez moi, qui sont chez un autre, dans une autre direction. Oui, voilà. Mais bien entendu, l'objectif, c'est bien d'avoir une vue du client et d'avoir un centre de pilotage de la relation qui soit multicanal. Et donc, pour ça, j'anime par exemple un groupe de travail avec les marques, des représentants de pays, la totalité des canaux, la BI et le programme de fidélité. Et tous les mois, on met des sujets sur la table et on instruit en disant voilà, le client, notre client, que fait-il, qu'attend-il, comment allons-nous le traiter, quels arbitrages allons-nous faire et quel type de message doit être porté par quel émetteur et par quel canal. Donc je n'ai pas la réponse en l'état à votre question. Oui, mais c'est le chantier est ouvert. Voilà. C'est vrai que votre problématique est d'autant plus lourde que ça se passe en multigamme, oui, multilingue, puisqu'il va falloir être capable d'arbitrer tout ça avec donc des cultures différentes, dans des pays différents, etc. Parce que j'imagine que des consignes simplement envoyées vont être appliquées différemment dans différents pays si on les a simplement traduites.
Donc il y a une problématique également d'adhésion à une logique, une approche, une attitude par rapport au consommateur qui va être forcément à décliner et adapter. D'autant plus que votre consommateur, il peut être étranger, donc il va être espagnol en Allemagne ou allemand en Espagne, et que bien sûr il va être surpris parfois par la différence de déclinaison de la politique de relations clients de la marque, j'imagine. Il y a quand même quelques règles du jeu. Oui, j'imagine. Il y a un lit, par exemple. Qui font qu'un marché est responsable de l'animation des clients qui résident sur son marché. Par conséquent, l'Allemand... Un marché pour vous, c'est un pays? Oui. D'accord, oui. Donc un Allemand qui va donner une adresse de résidence en Espagne sera destinataire de la communication mise en place par le marché espagnol. Et donc en lui présentant des offres domestiques qui seront en Espagne, tandis que les offres internationales seront peut-être pour lui finalement en Allemagne. D'accord, oui, bien sûr. Donc ça c'est une règle du jeu quand même, parce que sinon vous vous retrouvez dans une organisation multidimensionnelle, entre les nombreux pays, les marques, le programme de fidélité qui anime les membres du programme, Accor Hôtel qui anime les clients qui ne sont pas encartés dans le programme, plus les autres canaux comme les réseaux sociaux, etc. Ça peut devenir compliqué. Oui, ça doit certainement l'être. À titre personnel, ça fait donc 4 ans à peu près que vous avez changé d'univers. Oui. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, 4 ans plus tard, ressenti comme grosse différence dans cette expérience que vous êtes en train de vivre par rapport à l'univers précédent? J'imagine qu'entre Disney et Accor, il y a une vraie proximité, mais entre les Échos et Accor, par exemple, en quoi c'est différent de s'occuper de la relation client d'Accor par rapport à la même chose dans un groupe de presse? Dans la presse, je n'étais pas en charge de la relation client, je m'occupais de la gestion des bases de données. D'accord, c'est un peu différent. Un périmètre plus réduit. Néanmoins, ce qui est très frappant chez Accor, mais c'est lié à la taille du groupe, c'est la multiplicité des pôles et des pôles de décision. C'est-à-dire qu'il y a des régions avec des pays, il y a des marques, il y a la distribution, il y a le marketing, et donc on est dans une organisation assez complexe où chacun, bien entendu, défend son PNL. Et donc, pour comparer à Disneyland Paris, c'est moins centralisé, si vous voulez. Ça l'est d'une certaine manière, mais la prise de décision finale est moins centralisée. Et donc chez Disneyland Paris, c'est beaucoup plus simple, puisque vous avez une destination qui est le parc à Marne-la-Vallée, et les clients ne sont que des clients, les pays, pardon, ne sont que des pays émetteurs de business. Alors qu'ici, nous sommes dans une organisation où chaque pays est à la fois émetteur et destinataire de business. Et donc, la gestion des contraintes est assez importante. On a le sentiment que les 4 valeurs clés que vous avez identifiées sont vraiment une des clés de lecture de votre métier aujourd'hui. C'est la simplicité, la pertinence, la personnalisation et la qualité de l'expérience. Ça permet de créer une culture commune et une démarche commune au sein de ce groupe. C'est ce que j'ai proposé avec la difficulté encore d'amener tout le monde à avoir une feuille de route unifiée. Mais bon, tout ça prend un peu de temps et ça n'est pas anormal. Oui, bien sûr. Et donc aujourd'hui, après avoir mis en place un certain nombre d'outils, les enjeux sont vraiment la conduite du changement et le fait d'être capable de travailler en collégialité. Et donc de partager la connaissance client, que savons-nous, que nous manque-t-il, comment avancer ensemble. Et comment s'en sert. Le dialogue avec le client, qui parle à quel client, par quel canal. Mettons-nous d'accord sur ce que c'est qu'une e-card, qu'est-ce que c'est qu'une e-newsletter, qu'est-ce que c'est qu'un message relationnel. Voilà. Donc partager un vocabulaire aussi pour créer et infuser cette culture client dans toute l'organisation. Est-ce que vous diriez, avec ces 4 années de recul, que si on est d'accord pour dire que la stratégie de relation client d'un groupe est assez déterminante de son avenir et de sa performance, est-ce que c'est un atout? Est-ce qu'on peut toujours dire que big is beautiful?
ou au contraire non? Parce que est-ce qu'on est en train de la problématique du dinosaure avec le délai entre la pensée dans le cerveau et le jour où ça va à la patte? Est-ce que cette problématique-là, vous la ressentez en disant la taille et la sophistication d'un groupe aussi important et aussi varié dans sa composition, est-ce que ça rend les choses, est-ce que ça peut devenir être un frein à la performance de cette stratégie de relation client? Est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que trop gros à un moment donné risque de mettre l'entreprise en danger parce qu'elle va manquer d'agilité à une époque où l'agilité devient un facteur clé de succès? C'est le point de difficulté de mener un projet CRM mondial dans une entreprise mondiale et multimarque. Donc oui, c'est un facteur névralgique, très certainement. D'un autre côté, avons-nous le choix? Je ne crois pas, parce que le client italien ou belge qui voyage en Chine aura du mal à comprendre que Accor en Chine n'est pas capable de le reconnaître et de le traiter comme lui s'attend à être traité parce qu'il est porteur de la carte Gold du programme Le Club Accor Hotel. Vous voyez, donc bien entendu, oui, c'est un point de difficulté important, mais nous n'avons pas d'autre choix que de le résoudre parce que nous n'avons pas à faire retomber sur les épaules du client ces questions organisationnelles. D'un autre côté, ça nous oblige à être simples nous-mêmes, simples dans la définition du projet, relativement simple autant qu'on peut l'être dans sa mise en œuvre. Et donc, pour expliquer à un hôtelier comment utiliser les informations clients qu'on lui amène, expliquer à quelqu'un qui prépare une campagne emailing comment faire une e-card ou un emailing un peu mieux ciblé, un peu plus personnalisé, oui, il y a tout un chemin pour progresser, pour passer de la communication de masse à la communication segmentée, mais ça se fait et ça se fait par étapes. J'ai juste une question complémentaire. Est-ce que vous benchmarkez, j'imagine, au sein de votre propre univers? Oui. Mais est-ce que vous benchmarkez aussi en dehors de votre univers? Oui. Et par rapport, quel est l'univers de référence avec lequel c'est le plus évident de vous benchmarker? Il y a différents types de benchmark. Il y en a un qui m'intéresse particulièrement parce qu'il n'est pas du tout comparable en termes de coût d'accès aux produits, mais c'est intéressant par rapport au réseau de distribution et à la sensibilité du client, c'est le monde de l'automobile. D'accord. Où en fait, vous avez les mêmes problématiques mondiales, avec des gammes, des constructeurs, des concessionnaires. La question centrale de à qui appartient la donnée, qui parle au client, pourquoi faire, où est-ce que je crée de la valeur, est-ce que c'est le concessionnaire qui empoche la valeur sur le service après-vente, est-ce que c'est le constructeur, qui doit initier les campagnes de renouvellement de véhicules. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant et l'automobile n'est pas un achat neutre dans la vie d'un client, c'est un achat identitaire, c'est statutaire, c'est aussi une part d'intimité, on passe beaucoup de temps dans sa voiture, c'est un gros investissement financier. Voilà, donc je trouve que le parallèle est assez intéressant. C'est vrai qu'à part le fait que la voiture coûte plus cher et qu'on l'achète moins souvent, c'est vrai qu'il y a des vrais parallèles qui sont intéressants. Alors, cela étant dit, l'automobile n'est pas très en avance sur le CRM. Non, ce qui m'intéresse, c'est la logique. Oui, c'est de penser à la logique et ils ont beaucoup de réflexions intéressantes en cours et c'est donc de s'inspirer aussi de leur questionnement pour s'assurer que nous avons bien couvert toutes les attentes des clients et des acteurs de la relation avec le client. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses transparentes et extrêmement riches. Et à très bientôt. Merci.